Initial là. Tout le monde avait bien vu les 2 cours de la semaine dernière? Alors, il va falloir expliquer comment vous avez pu faire alors qu'il y a une vidéo où il y a marqué simplement que 8 personnes l'ont vu. Et donc, ce qui veut dire qu'en gros, il y en a la moitié qui n'ont pas regardé. Hein, la première vidéo, enfin, il y a une des 2 vidéos où il y a 15 personnes, donc vous êtes 16, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une qui ne l'a pas vue. Mais la deuxième vidéo, le chiffre que j'ai vu, c'est 8. Donc, ouais, monsieur Fauchet, il y a au moins un truc sur lequel on peut être certain de YouTube, c'est que quand il compte les vidéos vues, il ne se trompe pas. Ne serait-ce que si j'ai bien compris, à partir d'un certain nombre, il y a une rémunération. Donc, ils font ça de manière consciencieuse. Donc, ça veut dire qu'il y en a la moitié pour ne pas regarder au moins une des 2 vidéos. Et ça, c'est pas sérieux. Bon, ceci dit, on passe à la 3e question. Donc, vous vous rappelez, si tant est que c'était possible, je rapproche le Soleil de la Terre de telle manière à ce que les interactions gravitationnelles sont égales. Je vous rappelle que ce qui est important par rapport à ça, c'est finalement lire la question et essayer de, à travers la question, savoir ce qu'on calcule, de manière à savoir quelle est la formule à utiliser. Parce que si on sait quelle formule on va utiliser, ensuite c'est plus facile pour faire l'application. Et donc là, ce que l'on vous dit, c'est que je cherche à quelle distance le Soleil doit-il être pour que... Donc, ce que je cherche, c'est une distance. Donc ma relation, c'est D est égal à quelque chose. Donc, une fois qu'on a trouvé ma formule, je n'ai plus qu'à l'utiliser. Alors, la distance, c'est la distance Soleil-être humain, qui est égale donc à racine de G fois masse de l'être humain, masse du Soleil, sur la force exercée par l'être humain, par le Soleil sur l'être humain. Les 3 premières sont données, la 4e n'est pas donnée. Mais dans l'énoncé, on vous dit à quelle distance je dois passer le Soleil pour que la force exercée par le Soleil sur l'être humain soit égale à la force exercée par la Terre. Donc dans l'énoncé, on vous dit que je dois avoir cette force qui est égale à celle qu'on a calculée dans la première question, c'est-à-dire les 493 newtons. Une question, monsieur Fauchet, ou non? D'accord. Une fois qu'on a repéré ça, le reste ensuite, c'est de l'application numérique. C'est-à-dire qu'on a une distance qui vaut racine carrée de 6,67 10 puissance 30, que multiplie 2 10 puissance 30 pour le Soleil, que multiplie 50 pour l'être humain, que divise 493. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est bon pour tout le monde? Vous sortez vos machines? Tout le monde me fait l'application numérique? Les applications numériques, celle-là, c'est la plus compliquée parce qu'il faut gérer la racine carrée. Donc, je vous rappelle que pour gérer la racine carrée, il faut bien mettre les parenthèses au début de la racine carrée et à la fin de la racine carrée. Pardon? Vous, alors, quelque part, ce que je vous recommande de faire en termes d'écriture. Alors, je ne suis pas sûr que je vais avoir tout à fait la même notation pour toutes les machines, mais l'idée, c'est ça, c'est racine carrée. Donc, il y a un truc qui est à peu près cette forme-là. Ensuite, parenthèse, 6,67 10-11. Et le 10-11, c'est la touche spéciale fois 10 puissance quelque chose. Que multiplie 2 10 puissance 30, que multiplie 50, que divise 493, fermez la parenthèse. Ouais. Avec l'idée que je vous donnais de essayer d'éviter le quotient, en tout cas pour ceux qui ont les Casio, manifestement, il y a des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des problèmes pour tous, mais j'ai vu plusieurs fois des problèmes.
Alors, attention, ça c'est bien. Oups. C'est bon, ça marche. Alors, comment vous décidez? D'accord. Ah, c'est là. Vous m'avez mis 2. Voilà. C'est bon, vous avez fait? Alors, le 0,5, c'est à moins sur le puissance de 10, et puis de pas la plus de 7. Donc, vous montrez, parce que sinon, je ne peux pas vous dire qui est. C'est bon, tout le monde a fini? C'est une question, c'est ça, ou c'est juste la main levée? D'accord. Donc, vous trouvez une distance approximative de 3,6, 10 puissance 9 mètres. Alors, il y a, pour beaucoup d'entre vous, il n'y a pas la puissance de 10. Il y a 3 milliards, 600 millions de je ne sais plus trop quoi. Vous embêtez pas, si vous n'avez pas la puissance de 10 et que vous avez le chiffre qui est écrit avec, enfin le nombre qui est écrit avec les 9 chiffres, vous mettez les 9 chiffres si vous voulez. Moi, je préfère l'écrire en puissance de 10, même si la machine ne me le donne pas en puissance de 10, parce que je trouve que c'est plus facile à écrire. Mais c'est tout. Il n'y a aucune erreur si vous mettez le chiffre complet. 3,6 milliards de mètres. Je vous rappelle que la position normale du Soleil, c'est 150 milliards de mètres. Oui. Donc, on a rapproché la Terre de quasiment 140 milliards de mètres. Et donc, on est bien rapproché. Pour vous donner une petite idée, la Lune est à 0,3 milliards, enfin 0,4 milliards de mètres. Donc, vous êtes à, en gros, 10 fois la distance Terre-Lune. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Dernière partie. Je vous donne le rayon de l'orbite de Mars et je vous demande l'intervalle de gravitation exercé par Mars sur un être humain passé sur la Terre. Et donc, comme je veux l'intervalle, ça veut dire que je veux la valeur la plus petite possible de l'interaction gravitationnelle et puis je veux la valeur la plus grande possible de l'interaction gravitationnelle. Et c'est pour ça que je vous recommande d'abord de faire un schéma pour voir comment on positionne la Terre et la Lune et voir finalement quelque part quelle est la plus grande distance, quelle est la plus petite distance. Alors,
Je pars du système solaire classique, donc le Soleil est immobile, la Terre tourne autour, et Mars tourne autour aussi du Soleil. Autrement dit, j'ai la Terre qui a son orbite autour du Soleil, et puis j'ai Mars qui est un petit peu plus loin. Je suppose la Terre ici. Et je suppose que je ne bouge pas la Terre. C'est pas vrai. Mais c'est juste pour avoir l'idée. Et ce que je vous dis, c'est que la plus petite distance possible entre la Terre et Mars, c'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ou est-ce que c'est faux? Alors, pourquoi? Je dis pas oui, je dis pas non. Ce qui m'intéresse, c'est l'argument. Qu'est-ce qui se passerait si Mars était ailleurs que ça? On est bien d'accord, que on est en train de parler de la distance qui est ici. Cette distance-là. C'est-à-dire que je suppose Soleil, Terre, Mars alignés. Tous dans la même direction. Si je bouge un peu Mars, soit il est là, soit il est là, si je le bouge un petit peu. Et donc si je dessine ici et là, quelque part, si je puis dire, ça fait une espèce de diagonale. À votre avis, est-ce que cette distance-là est plus grande que celle-là, ou est-ce qu'elle est plus petite? Oui. Ah, pourquoi? Sur quoi vous basez votre raisonnement? Ah, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Alors, vous avez raison, mais vous avez raison à condition d'une chose. C'est que je sois toujours dans l'idée Soleil, Terre, Mars alignés. C'est-à-dire que si je suis effectivement, parce que l'idée de votre camarade, c'est ça. Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, de manière, la Terre tourne autour du Soleil, ça fait un cercle. Mars tourne autour du Soleil, ça fait un cercle. Et donc, quand je mets les deux cercles en comparaison, ben, la distance entre les deux cercles, c'est toujours la même. C'est ça votre raisonnement. Et donc, votre camarade dit que la distance entre mon cercle vert et mon cercle bleu, c'est toujours la même. Et elle a raison. Mais elle a raison à condition qu'on prenne bien la distance comme si on prenait un rayon du cercle. Donc, ce n'est pas n'importe quelle distance que je dois avoir. C'est la distance qui part d'ici et qui va là. Si je prends la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est plus vraiment la distance entre les deux cercles. Je suis un peu en diagonale. C'est plus mon rayon du cercle, comme j'ai ici. Donc en fait, la distance ici, elle est un peu plus grande que la distance qui est là. Sur le fond, à peu de choses près. Alors, on peut discuter sur la précision, mais c'est juste pour vous donner une idée. À peu de choses près, j'ai quasiment un triangle rectangle là. Avec ici, ce serait ce qu'on appelle le côté adjacent, et puis là, ce serait l'hypoténuse. Et vous savez que dans un triangle rectangle, la plus grande des distances, c'est l'hypoténuse, justement. Alors, mon raisonnement n'est pas très rigoureux au niveau mathématique. C'est juste pour vous donner une idée. Mais là, effectivement, votre idée est juste, mais votre idée serait juste si la Terre et Mars tournaient en même temps. Moi, je n'ai pas bougé la Terre. J'ai bougé que Mars. Donc Mars s'est un peu dévié, il est allé soit ici, soit ici. Et donc du coup, j'ai ici une longueur qui est un petit peu en diagonale, donc elle est plus grande que ma longueur qui est pile entre les deux cercles. Ça va à peu près au niveau du raisonnement? Et donc plus Mars s'éloigne, plus quelque part ma diagonale va être grande, bon, plus la distance sera importante. Donc la distance la plus petite, c'est celle-là. Et la distance la plus grande, ce serait où? Oui. Voilà.
le plus loin possible de la Terre pour Mars, c'est ici. Ouais. Parce que finalement, quelque part, là on le voit bien, je m'éloigne, c'est toujours le plus loin possible d'ici, je continue à m'éloigner, et arrivé ici, je suis très éloigné. Mais quand je viens ici, entre guillemets, hein, quand je viens ici, je remonte un petit peu. Et donc, si je remonte un petit peu, ça veut dire que je me rapproche de la Terre. Donc, la distance la plus courte et la distance la plus longue, c'est quand j'ai toujours Terre, Mars, Soleil alignés. Mais la distance la plus courte, c'est quand Terre, Mars, Soleil sont alignés du même côté du Soleil. Et la distance la plus longue, c'est quand Terre, Mars, Soleil sont alignés, mais de chaque côté du Soleil. Est-ce que ça, c'est bien clair pour tout le monde? Donc là, on est en plein dans l'illustration du petit travail du travail qu'ont fait les personnes du Centre national d'études spatiales et de la NASA qui ont envoyé le petit robot sur Mars qui a atterri il y a quoi maintenant? Il y a 15 jours à peu près. L'idée, c'est toujours faire en sorte que mon robot, il parcourt la plus petite distance possible. Et donc, on l'envoie quand la Terre est ici, de manière à ce qu'il atterrisse sur Mars quand Mars est là. Parce qu'on va voir que la distance est quand même assez grande, ils mettent quand même à peu près 7 mois pour faire la distance. Et c'est la plus petite. Alors, ensuite, en distance. Ben, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que... Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis que le rayon du mouvement de la Terre, donc ce rayon-là, c'est 150 millions de kilomètres. Je vous dis que le rayon de Mars, c'est 228, je crois, ou un truc comme ça. 225. Le rayon de Mars, c'est 225 millions de kilomètres. Donc, vous avez les rayons des deux cercles. Quelle est la plus petite distance Terre-Mars et quelle est la plus grande distance Terre-Mars? Donc, il faut que j'utilise mes valeurs des deux rayons pour en déduire quelle est la valeur de cette distance-là et pour en déduire la valeur de cette distance-là. La plus simple à voir, je crois que c'est cette distance-là. Parce que cette distance-là, ça correspond à quoi finalement? Ah, c'est si compliqué que ça pour vous la géométrie? Oui, monsieur Comte? Voilà, c'est quasiment le diamètre. C'est-à-dire que j'ai ici le rayon du mouvement de la Terre, et puis j'ai ici le rayon du mouvement de Mars. Ce n'est pas un vrai diamètre, parce qu'un vrai diamètre, ce serait dans un cercle. Mais c'est finalement ici, j'ai la distance Terre-Soleil, et ici, j'ai la distance Soleil-Mars. Le rayon de la Terre dans un premier temps, le rayon de Mars dans un deuxième temps. Donc la plus grande distance, ce que je vais appeler distance Terre-Mars maximale, ben, c'est en fait le rayon du mouvement de la Terre, c'est la distance Terre-Soleil, le rayon de mon mouvement, plus la distance Mars-Soleil. C'est-à-dire 150 millions de kilomètres auxquels j'ajoute les 225 millions de kilomètres. Au total, au maximum, ma distance Terre-Mars est de 375 millions de kilomètres. C'est bien compris l'idée? Voilà, là, il n'y a pas de formule, il y a juste un dessin, et puis je regarde mon dessin. Si vous avez un truc comme ça, je vous le mettrai en toutes lettres, hein, comme je l'ai mis dans ma question, je crois. C'est faites un dessin, je donnerai des points pour le dessin, et puis faites le calcul. Attention, hein, je ne vous dis pas qu'il y aura un truc comme ça le jour du contrôle. Pour vous donner un point de comparaison quand même, et quelque part, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec ça, vous dire que c'est quand même assez normal. Ça, c'est par exemple quelque chose que j'ai donné cette semaine aux élèves de terminale. Alors, mon idée, c'était pas tellement qu'ils fassent ça, parce que je pense quand même que ça ne leur a pas posé trop de problèmes. Leur idée, c'est qu'ils disent où était la Terre au moment où le robot a décollé de la Terre, et où était Mars au moment où le robot est arrivé sur Mars.
Donc la question était quand même un peu plus compliquée. Mais l'idée, c'était ça. Et maintenant, la distance terre-masse minimale, comment je la calcule? Avec la même idée. Donc je vais l'appeler sous cette forme-là, distance terre-masse minimale. Oui? Ouais, c'est ça. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est que cette distance-là, c'est celle-là, moins celle-là. Si je le réécris ici, j'ai le Soleil, la Terre et Mars, et je vous dis que la distance qui est ici, c'est la distance qui est là, moins la distance qui est là. Ou, ce qu'on peut dire, c'est que le bleu plus le vert, ça fait le rouge. Autrement dit, distance Soleil-Terre plus distance Terre-Mars égale distance Soleil-Mars. Et donc, ma distance Terre-Mars minimale, je vais passer ça de l'autre côté, c'est la distance Soleil-Mars moins la distance Soleil-Terre. Mes 225 millions de kilomètres moins les 150 millions de kilomètres. Ce qui vous fait une distance minimale de 75 millions de kilomètres. Ça va, c'est à peu près clair? Ah, c'est la dernière ligne, vous n'arrivez pas à voir? Je vais remettre les deux dernières lignes là. Donc, distance Terre-Mars minimale, c'est la distance Soleil-Mars moins la distance Soleil-Terre, c'est-à-dire 225 millions de kilomètres moins 150 millions de kilomètres. Ça fait distance Terre-Mars minimale de 75 millions de kilomètres. Voilà. Oui? Parce que c'est ce que je vous demande dans l'énoncé. Je veux la plus grande distance possible entre Terre et Mars, et je veux la plus petite. Je ne sais plus comment je voulais marquer. Ah ben je ne l'ai pas marqué. Je ne l'ai pas marqué. Alors vous avez raison. J'aurais dû répondre à cette question avant. Pourquoi est-ce que je cherche la plus petite distance et la plus grande distance? J'ai oublié de vous le dire. Je suis parti là-dessus et effectivement, je ne l'ai pas marqué sur ma question. Oui? Ouais. Et donc, dans quel intervalle de valeur? Ça sous-entend que je vais chercher quoi? Voilà, le maximum et le minimum. Alors attention, là, je vous parle dans quelle valeur de la force, de l'interaction gravitationnelle. Et donc, ces valeurs de la force, ben, elles sont reliées aux valeurs de la distance. Parce qu'on est d'accord que G, masse de Mars et puis masse de l'être humain, c'est la même. C'est l'interaction gravitationnelle. Les distances de Mars et d'être humain, elles ne bougent pas. Il n'y a que la distance, pardon, les masses de l'être humain et de Mars ne bougent pas, il n'y a que la distance qui bouge. Une question, monsieur Sochet? Donc ça va, c'est clair pour tout le monde? Alors, l'idée, c'était ça. Je le remets par écrit. C'est bon, tout le monde a pris, je peux effacer? Allez, dépêchez-vous.
Ça y est, c'est bon? Mademoiselle Demus, c'est bon? Monsieur Bourgeon, où est-ce que vous en êtes? Donc ici? L'équivalent de ça? D'accord. Mademoiselle Ben Abdallah. Pareil, sur le tableau de droite, ça? Bon. Je vais passer ici. Alors, quand je vous demande dans quel intervalle de valeur se situe l'interaction gravitationnelle exercée par Mars sur un être humain, en fait, je vous demande de calculer quoi? Dans quel intervalle de valeur se situe l'interaction gravitationnelle exercée par... Oui? Ah, c'est vrai que ça pourrait marcher, enfin, quelque part, c'est vrai que l'idée dessous, c'est un peu ça. Hein. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Quand je vous demande dans quel intervalle de valeur se situe l'interaction gravitationnelle exercée par quelque chose, ça veut dire que je vous demande de calculer quoi? Oui? Là? Alors, pas la masse de l'objet, parce que ça, je vais vous la donner. Je répète la question. Dans quel intervalle de valeur se situe l'interaction gravitationnelle exercée par, et puis ensuite on parle des objets, effectivement. Mon intervalle de valeur, il est lié à quoi comme grandeur? Bon. Dans quel intervalle de valeur se situe l'interaction gravitationnelle? Donc mon intervalle de valeur, c'est un intervalle de valeur pourquoi? N'allez pas chercher quelque chose de compliqué, hein, c'est marqué juste derrière. Dans quel intervalle de valeur se situe l'interaction gravitationnelle? Oui? Oui? Mais la valeur maximale et la valeur minimale de quoi? Oui, je l'ai entendu. Bah oui, de l'interaction gravitationnelle. Donc finalement, je vous demande de calculer quoi? Bah l'interaction gravitationnelle. Et ce que je veux, c'est que vous ayez la plus petite valeur et la plus grande valeur possible. Donc ce que je vous demande de calculer, finalement, c'est l'interaction gravitationnelle exercée par Mars sur un être humain, dont la formule est G fois masse de Mars fois masse de l'être humain sur la distance entre Mars et l'être humain. Le tout au carré. Voilà, c'est ça que je vous demande de calculer. Après, qu'est-ce qu'on a comme valeur? G, c'est une constante, ça ne bouge pas. La masse de Mars, c'est une planète, hein, donc ça ne va pas bouger non plus. La masse de l'être humain, je vous dis que c'est 50 kg. Donc la seule valeur numérique que je n'ai pas, c'est la distance. D'où mon petit travail que j'ai fait ici. Et donc, si je veux l'interaction gravitationnelle minimale et maximale, il faut que je travaille, que je calcule mes distances minimales et maximales. Est-ce que ça, c'est bien clair pour tout le monde? Attention, petit piège. Est-ce que la valeur de l'interaction gravitationnelle maximale correspond à une distance minimale ou correspond à une distance maximale? Et surtout, pourquoi? Est-ce que ce que je vais appeler F exercé par Mars sur l'être humain maximal, est-ce que c'est quand la distance est maximale ou est-ce que c'est quand la distance est minimale? Oui, monsieur Barth? D'accord, ok. Ça, c'est le côté physique. Et vous avez raison. Hein. Le côté maths, maintenant? Ouais. On reste sur un raisonnement physique et vous avez raison. C'est ce qu'on a vu. C'est l'interaction gravitationnelle fait que les deux objets s'attirent. Et c'est un peu comme les aimants, finalement. Plus vous êtes près, plus ça s'attire fort. Et en physique, et en maths, maintenant. Même si on est d'accord, on est sur un cours de physique, donc ça me va bien votre raisonnement, et je préfère le raisonnement physique au raisonnement mathématique. Mais il faut savoir aussi faire le raisonnement mathématique. Oui. Et voilà. Et puis le résultat.
Voilà. L'idée, c'est que ma distance ici, elle est au numérateur. Et vous savez que plus le chiffre du numérateur est grand, plus mon résultat est petit. Et inversement, plus le chiffre du numérateur est petit, plus le résultat de mon quotient sera grand. Ça, vous avez l'habitude. 3,5, c'est quand même plus grand que 3 cinquièmes. J'ai le même numérateur, 3, et puis j'ai un numérateur à 2 et un numérateur à 5. Plus le numérateur, pardon, un dénominateur à 2 et un dénominateur à 5. Plus le dénominateur est petit, plus la valeur du quotient est grande. Donc, plus le dénominateur est petit, distance minimale, plus la valeur du quotient est grande, force maximale. Donc, soit le raisonnement physique, qui est celui que je préfère quelque part, plus mes objets sont près, plus la force d'attraction sera importante, logique. Donc, ma force est d'autant plus importante que la distance est petite. Et le côté mathématique, j'ai ici finalement un quotient. Plus le dénominateur est petit, plus mon résultat numérique sera grand. D'accord là-dessus? C'est donc pour ça que j'ai recherché avant la plus grande distance qui sépare Mars de la Terre et la plus petite distance qui sépare Mars de la Terre, pour avoir la plus grande force et la plus petite force. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Attention, on est bien d'accord, c'est compliqué. Mais il n'y a pas non plus des mathématiques qui sortent de l'ordinaire. Allons-y. Donc, il faut mettre une petite phrase pour expliquer ce que je viens de vous dire. L'interaction gravitationnelle sera maximale. L'interaction gravitationnelle sera maximale quand la distance sera minimale. L'interaction gravitationnelle sera maximale quand la distance sera minimale. Ce qui donne quand la distance sera minimale, ce qui donne bien la force exercée par Mars sur l'être humain maximale. Et donc, je remplace 6,67 10 puissance moins 11, je multiplie 6,5 10 puissance 23, je multiplie 50, que divise le chiffre qu'on a trouvé tout à l'heure et qui est encore au tableau. C'est ah, c'est 6,4, vous avez raison, merci. Point. Ce qui donne et donc la distance qu'on a trouvée qui est ici, 75, 10 puissance 6, qu'on n'oublie pas de mettre au carré. Et hop, on fait les calculs à la calculatrice, et hop, on perd des points. Pourquoi j'ai fait une erreur? Ou plus exactement, quelle erreur j'ai faite? Dans mes valeurs numériques. Le raisonnement, tout ça, je ne reviens pas là-dessus. Voilà. 75 millions de kilomètres. Jamais oublié de les convertir en mètres. Donc, fois 1000. Il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Est-ce que vous avez bien compris? Oui? Vous saurez refaire? Donc faites-moi tout seul la valeur minimale de la force. Faites-moi le calcul déjà pour ça, et ensuite répondez à la deuxième partie, quelle est la valeur minimale de la force exercée par Mars sur l'être humain?
Oui. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord, ça fait 3,8 et on dit ça de 10 puissance moins 7 que ça a l'air. Et on dit une valeur qui est vraiment très très faible. Donc on peut toujours regarder le chiffre pour voir ce qu'il y a pas de chiffre. Non, ça va bien. Voilà, je vois pas le résultat. C'est ça la question. Ah, c'est là. Voilà, c'est ça. Attention quand même. Ça va être un peu juste. Donc, vous trouvez, si je vais un peu rapidement, 3,8, 10 puissance moins 7 newtons. « 3,8 10 puissance moins 7 newtons. Hein. Donc on est d'accord, 0,0000000, etc. Oui. Alors que la force exercée par la Terre sur ce même être humain, c'est 493 newtons. C'est pour ça qu'on part par vers Mars. Hein. Oui. Voilà, c'est ça. Ah. Et donc, voilà la question qui est après. La valeur minimale, c'est quand? Voilà, autrement dit. En fait, ma force maximale, c'est quand l'être humain il est ici. Ça correspond à la distance minimale. Et la force minimale, c'est quand on va être ici. Quand Mars sera ici. Oui, là on voit bien, c'est beaucoup plus loin. Oui. Bah, sur le fond, oui. Sauf que la différence entre les deux, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre poids, c'est 493 newtons, et là, on va retirer 3,8 10 puissance moins 7. Et donc, au lieu d'avoir 493 newtons, on va avoir 492,9999999, et puis ensuite 6,2. Donc, effectivement, on est plus léger, mais d'une quantité qui est tellement négligeable que c'est pas important. Mais sur le fond, techniquement, c'est vrai. D'autres questions? Non? Alors, on fait la partie minimale, et donc la force est minimale quand la distance est maximale. Ça fait la force exercée par Mars sur l'être humain minimale. C'est donc 6,67 10 puissance moins 11 fois 6,4 10 puissance 23 fois 50. Ça ne bouge pas. Et que divise les 375 millions de kilomètres
je ne vais pas vous faire le coup de fois, 375 millions de kilomètres qu'on place en mètres. Je change un peu ma présentation, au lieu de multiplier par 1000, je multiplie par 10 puissance 3, on est bien d'accord que c'est pareil, c'est d'autres manières de l'écrire. Vous devez avoir en gros un truc qui doit faire à peu près ça, 1,3 puissance ça doit faire à peu près ça. Un peu de choses près. Oui. Ouais, c'est peut-être 1,5. J'ai été un peu rapide, j'ai juste fait 3,8, j'ai multiplié par 4, ensuite j'ai divisé par 5. Moi, c'est juste un rapport de proportion. Donc, si vous dites 1,5, ça va bien. D'ailleurs, 3,8 fois 4, oui. Oui. Voilà. Alors, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, concernant le contrôle, c'est clair, vous n'allez pas avoir un truc comme ça en contrôle. Trop compliqué, trop long. On pourra avoir une question compliquée en contrôle, mais vous en aurez une. Le reste après, ça va être des questions comme on a toujours fait, c'est-à-dire l'interaction gravitationnelle. Je vous donne 3 termes, vous me trouvez le 4e. Enfin bref, comme on a fait d'autres. Et puis, une question un peu plus compliquée, mais pas aussi compliquée que ça. Voilà. Oui, une question ou... Pardon? J'ai pas entendu. Ah, alors, G, ça n'a pas de sens physique propre. En fait, G, c'est juste un coefficient de proportion. C'est juste là pour dire que la force est proportionnelle aux masses. Donc, si elles sont proportionnelles, il y a un coefficient de proportion. Et la force est inversement proportionnelle à la distance au carré. Voilà. Donc, quelque part, je dirais, en exagérant un peu, parce que ce n'est pas le travail qu'a fait. Mais M. Newton, il a calculé ça, il a mesuré ça, et il a regardé quel était le lien entre les deux. Et le lien entre les deux, c'était 6,67 10 moins. D'autres questions? Voilà. Fin du chapitre sur les forces. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au tout début. On va avoir un 3e chapitre de mécanique que je mets momentanément de côté parce que comme vous allez avoir un TP de chimie dans 15 jours, il faut bien qu'on fasse la partie de chimie correspondant à ça. Donc on est un petit peu en décalage par rapport à notre cours de physique et notre cours de chimie. En gros, on a une petite semaine, non, 2 semaines de retard par rapport à ce que je voudrais faire. Vous y êtes pour rien, c'est simplement parce que comme on fait, vous n'êtes pas là tout le temps, comme il y a les vidéos, je perds toujours un petit peu de temps au début. Donc voilà, on a 15 jours de décalage, mais 15 jours qu'on va récupérer sans trop de difficultés. Donc, on passe sur un chapitre de chimie, un nouveau chapitre, dont on va voir simplement la présentation aujourd'hui, et qu'on verra de manière beaucoup plus précise vendredi. Mais il y en a besoin.
Et donc, après avoir fait les atomes, les ions, les molécules, la notation de Lewis, on va étudier une valeur numérique, ce qu'on appelle la quantité de matière. Et le terme technique, c'est mol. Et on va commencer par revenir sur des choses dont on a pu parler depuis un petit moment. C'est-à-dire le nombre d'atomes. C'est bon, tout le monde y est? Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de revenir sur un travail qu'on a déjà fait, qui consiste à compter les atomes qu'il y a dans un objet. Et donc, vous vous rappelez, compter les atomes qu'il y a dans un objet, c'était la formule suivante. Nombre d'atomes. Alors, on l'avait fait aussi avec des ions et des molécules. Hein. C'était masse totale que divise masse d'un atome. On en a pu parler en cours depuis un petit moment, mais finalement, on ne l'a jamais vraiment quitté dans tous les exercices. Je vous mettais ceci. Ah, j'allais vous demander si c'était la sonnerie. Bah oui. Bon, bah, on n'a pas eu le temps vraiment de commencer. On continuera ça et d'une certaine manière, on finira ça. Vous allez voir, c'est un chapitre assez court. Donc, on a pour maximum un peu plus d'une heure. C'est-à-dire qu'on va faire vendredi, on finira presque vendredi, mais je pense quand même qu'on débordera un petit peu sur la semaine prochaine. Voilà. Au revoir.